L'histoire est que, à la fin de mon internat, j'ai été abordée par un chirurgien vasculaire, patron, chef de service, un grand monsieur marseillais, qui m'a dit vous avez des capacités, il y a cette spécialité qui est en train de se créer, vous pourriez peut-être arriver à développer ça à Marseille. Mais par contre, si ça vous intéresse, il faut me répondre dans une semaine. La médecine vasculaire, qui est la spécialité que je représente, n'existait pas. C'est une jeune spécialité médicale qui existe vraiment officiellement depuis 2017 et qui était exercée avant par des cardiologues, des chirurgiens vasculaires, des angiologues. Donc il y a vraiment un fléau de ces pathologies et donc il y a vraiment un intérêt à connaître comment les prévenir, puisque ce sont des maladies qui sont dans 80% des cas évitables, qu'on soit un homme ou une femme. Et il y a eu un moment où la difficulté, c'est que j'ai dû tout faire en même temps, parce qu'on arrive, en fait, c'est à 30 ans où on doit tout faire. Et ben là, mon corps a dit, c'est pas possible, on fait une fausse couche, ça va, voilà. Et puis quand la deuxième fois on perd un enfant, mais à 5 mois de grossesse, on se dit là, ça c'est pas possible. Et ben là j'ai dit non, mais je vais arrêter les consultations, je vais arrêter aussi les cours à la faculté. Et en fait, Gabriel, il faut que tu prennes une décision. C'est soit tu t'arrêtes de travailler, parce que c'est trop difficile, tu mets toutes les chances de ton côté, et tu éteins ton téléphone, et ça a marché. Et c'est vrai que ce qui a beaucoup changé les choses, c'est d'avoir le statut de professeur reconnu, national, le doyen, la faculté, le directeur de l'hôpital. Ça déjà, c'était plus personne ne pouvait rien faire. Voilà. J'avais les compétences. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pharma Minds. Donc cet épisode est disponible en version audio, mais aussi en version vidéo sur YouTube. Où vous pouvez aussi retrouver des formats courts. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec le professeur Gabriel Sarlon, qui est professeur de médecine vasculaire à l'AP-HM de Marseille. Bonjour Gabriel. Bonjour Nathalie. Écoute, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui, d'avoir à ce micro. Est-ce que tu es contente ? Je suis contente, je suis curieuse, un peu stressée ou curieuse en fait. C'est pas un exercice commun pour des médecins comme ça, pour ce genre de métier. Mais tu es ici parce que je voulais parler en fait de santé cardiovasculaire aujourd'hui, qui est la première cause de mortalité chez les femmes. Et peut-être la deuxième chez les hommes, c'est ça ? Tout à fait, si je me trompe pas. C'est ça. Et donc, en fait, je trouve que c'est des sujets dont on entend parler de près ou de loin, mais je voulais passer par ce sujet de la santé cardiovasculaire pour nous aider à comprendre le monde et les gens d'aujourd'hui par un aspect de santé qui est un peu sous-jacent, mais qui nous suit tout le temps. Et donc, qui de mieux pour l'incarner qu'une femme qui a fait aussi une carrière, qui s'est démenée, qui s'est peut-être même battue pour avoir ses responsabilités. Donc, je crois qu'on va passer un très bon moment. Commençons peut-être par parler de la santé cardiovasculaire aujourd'hui. On est à l'aube de 2025. Tu peux peut-être parler de ton métier. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui, peut-être par rapport à ce qui a changé depuis 20 ans Ce qu'on voit, c'est que vraiment, il y a en fait une croissance de ces maladies cardiovasculaires. Dans nos sociétés, c'est évident, et dans les autres pays du monde qui n'étaient pas concernés forcément par ces maladies cardiovasculaires, où c'était plutôt des maladies infectieuses, transmissibles, etc. Donc, il y a vraiment un fléau de ces pathologies. Et donc, il y a vraiment un intérêt à connaître comment les prévenir, puisque ce sont des maladies qui sont dans 80% des cas évitables. Et donc, connaître comment les éviter, et puis aussi connaître les symptômes pour, si jamais ils sont présents, pouvoir être dépistés rapidement, qu'on soit un homme ou une femme. Ok. Et donc, à quoi c'est dû ? C'est dû au fait que, tout d'abord, on consomme toujours du tabac, et il y a aussi un impact important de la sédentarité, de l'inactivité physique, du coup qui entraîne un surpoids, de l'obésité. Et la sédentarité aussi crée de l'hypertension artérielle, puisque finalement les artères, elles se rigidifient un petit peu.
Le surpoids, l'obésité, ça va créer du diabète, du cholestérol. Et donc, tout ce cocktail va faire qu'à un moment donné, les artères vont s'encrasser, se boucher et provoquer une maladie cardiovasculaire. Et je pense que vraiment, c'est vrai que le début, c'est cette sédentarité avec des métiers où on reste assis. Voilà. Ok. Il y a aussi, on en parlera peut-être plus tard, enfin même sûrement les histoires de stress qui impactent ça. Tu veux ce que j'en pense? Ouais, juste rapidement, parce qu'après on va... Bien sûr. Alors, je pense que c'est vrai que c'est aussi une manière de décrire notre société. La sédentarité, elle est nette. Et le stress ou vouloir aller toujours plus vite, toujours plus de performance, être toujours au top niveau et du coup culpabiliser quand on va pas assez vite, qu'on n'est pas assez performant. C'est ça, ok. Et voilà. Et donc, je trouve, en fait, il y a deux types de stress aussi. Il y a les stress aigus où c'est assez difficile de le contrôler, et c'est des caractères, ou voilà. Et puis après, il y a des stress chroniques qui sont dus à des difficultés professionnelles ou personnelles, et ça, c'est plus compliqué d'agir dessus. Puis après, il y a des problématiques qui sont différentes en fonction du milieu social. Donc, on va avoir des stress, peut-être de certaines, si on prend les femmes, de femmes, en fait, d'un certain niveau social, qui vont gérer le travail, les enfants, avec multiples facettes, et être dans l'extrême performance et être stressée là-dessus. Et puis après, il y a des stress différents de femmes plus précaires, qui vont devoir gérer le quotidien financier, des familles monoparentales, le stress de ne pas savoir que faire manger. Donc, par exemple, pour la femme, après, ça peut être pareil aussi chez l'homme, c'est vrai que le stress, en fonction du niveau social, quoi qu'il en soit, il est présent et ça participe à la montée en puissance des maladies cardiovasculaires chez elle. Ok, donc c'est des manifestations différentes selon les géographies, mais du coup, ça tout se matérialise. De l'aigu, du chronique, ouais, pas facile. Et du coup, voilà, si on veut agir dessus, d'abord, il faut en parler, le dire qu'en effet, ça peut retentir sur les artères. Comment ça va retentir? C'est simple, le cœur s'accélère, les artères se ferment, et donc ça provoque de l'hypertension artérielle, voilà. Mais, et donc, en parler, puis après, il faut agir dessus. Donc, ça veut dire? Donc comment on peut agir dessus? Il y a différents volets. D'abord, il y a l'activité physique. En fait, le fait de faire de la marche, très simple, on ne parle pas de sport, parce que sinon, ça crispe tout le monde. Les patients, les premiers, quand on leur dit faites du sport, ils se disent non, mais c'est trop compliqué, je ne peux pas, dans ma vie. Non, en fait, c'est d'essayer d'intégrer au quotidien l'activité physique. Oublier les ascenseurs. Prendre l'escalier en permanence, quand on prend les transports en commun, essayer de s'arrêter un arrêt avant pour pouvoir marcher. Et donc, ce qui est suggéré pour protéger les artères, c'est 30 minutes tous les jours de marche. Et ça peut être réparti en 3 fois par jour, par exemple. Et donc, si on a les moyens, une montre connectée ou regarder sur son téléphone le nombre de pas qu'on fait, ça peut être intéressant. Et pourquoi l'activité physique va contrôler le stress? Parce que ça va consommer les hormones de stress. L'adrénaline, ça va permettre un peu de réduire ce trop d'hormones. Après, il y a le prendre en charge par des techniques comportementales, enfin voilà, des activités de détente comme le yoga, la sophrologie. Mais c'est pas forcément accessible à tout le monde et pas tout le monde n'est réceptif. Donc, c'est pas toujours facile. La cohérence cardiaque, par exemple, de la respiration simplement, où on peut aller aussi sur des tutos, regarder justement des informations sur Internet qui peuvent nous apprendre par nous-mêmes à essayer de contrôler ça. Et après, il y a un volet qu'il ne faut pas quand même oublier, c'est le volet médical ou paramédical, c'est-à-dire que si vraiment le stress devient trop intense, c'est par exemple retenti sur le sommeil, retenti sur l'alimentation, des pertes de poids, il y a un moment où il faut consulter aussi des spécialistes pour lâcher ce qui ne va pas, pour pouvoir parler. Ok, et donc c'est des histoires d'hormones, d'hygiène de vie. Donc on a parlé donc sur ce qui peut provoquer les maladies cardiovasculaires, ou en tout cas ce qui les fait augmenter. On a dit l'inactivité, la sédentarité, le stress.
la consommation de tabac qui est toujours présente malgré toutes les campagnes de publicité, enfin les campagnes d'information sur le fait, mais justement les campagnes de publicité persistent alors que peut-être il ne devrait pas trop avoir de publicité là-dessus, mais ou des campagnes en tout cas malgré toutes les campagnes d'information, le tabac continue à provoquer des ravages. Et ensuite, il y a des facteurs de risque pour la femme qui vont être des facteurs, en population générale. Donc on l'a dit, il y a le tabac, l'hypertension, le diabète, le cholestérol. L'hérédité aussi est importante. J'aime bien dire aux gens autour de moi ou que je soigne, qu'ont fait vos parents? Regardez vos parents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont eu du cholestérol, de la tension? Est-ce qu'ils ont fait une attaque cérébrale? C'est le cas, il faut l'accepter et il faut essayer d'avoir une attitude ou de prendre des médicaments pour essayer de retarder au maximum le moment où, on a la même génétique, on fera comme nos parents. Okay. Donc ça, c'est pour tout le monde. Et puis après, pour la femme, il y a des facteurs plus hormonaux que les hommes n'ont pas par définition. Et ça va être, et donc les femmes d'il y a 100 ans n'avaient pas, notamment la contraception à base d'œstrogènes, où les œstrogènes synthétiques vont, chez certaines femmes, moduler la paroi artérielle et vont pouvoir déclencher soit de l'hypertension artérielle, ou soit quand la femme, par exemple, fume ou est en surpoids, donc quand la prescription de pilules n'est pas adaptée, ça peut en fait augmenter ce risque cardiovasculaire. Après, il y a les grossesses qui sont différentes d'il y a 100 ans. Il y en a moins, elles sont plus encadrées, on va dire, c'est un choix, mais elles se font plus tardivement. Chez des gens, chez des femmes qui sont sédentaires, parfois en surpoids avant la grossesse, et qui gardent un rythme de vie important. Et donc ces grossesses qui peuvent se compliquer d'hypertension artérielle, de diabète, sont plus à risque après de faire développer des années plus tard chez la femme des maladies cardiovasculaires. Et après, il y a la ménopause qui donc arrête la production d'œstrogènes naturels qui sont protecteurs artériels. Et donc, quand on n'a plus nos œstrogènes, on rejoint l'homme, donc plus tardivement. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un décalage d'âge, mais on finit par le rattraper. Et comme les femmes de 2024 fument plus qu'avant, ont cette contraception, sont plus sédentaires, on a un bond d'infarctus du myocarde, donc d'artères du cœur bouchées chez les femmes jeunes, entre 30 et 50 ans. Okay. Il y a une étude qui a montré qu'il y a 20% de plus d'infarctus dans cette tranche d'âge. Donc ces maladies, c'est pas que la femme de 70 ans ou 80 ans qui va faire... Non, voilà, souvent, la remarque qu'on nous fait, c'est oui, les maladies cardiovasculaires touchent les femmes, très bien. Mais c'est probablement des femmes assez âgées, puisque comme l'espérance de vie de la femme est plus importante que celle de l'homme, on nous dit souvent, mais c'est probablement pour ça que finalement, elles finissent par faire un problème cardiovasculaire, ce qui est vrai. Mais il y a aussi le fait que des femmes jeunes font des problèmes qui n'existaient pas avant. Ok, que vous voyez en plus grande masse, en tout cas. Voilà. Alors après, ça reste des chiffres qui ne sont pas non plus... mais il y a des signaux d'alerte qui nous font communiquer sur ce risque et la nécessité de faire attention à notre mode de vie et aussi aux prescriptions médicales de pilules. Que ça soit... Faire attention à tout ça. Ok. Du coup, c'est des conseils que tu diffuses, qui sont diffusés largement. Comment tu vois en fait les réactions des gens face à ça? Alors, il y a un quotidien de médecins, un quotidien qui est délivré aux patientes dont je m'occupe. Ces patientes elles-mêmes vont donner des conseils à leurs filles, donc il y a cette vague en fait de communication qui se passe par la consultation. Après, en tant que professeur, il y a l'enseignement.
Et en 5 ans, puisque finalement, ces données sur les maladies cardiovasculaires de la femme, ça date de 2018, où il y a vraiment une alerte OMS où on a dit attention, les femmes sont touchées, il faut communiquer. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, j'ai par exemple fait évoluer mes cours d'enseignement à la faculté de médecine, au 4e, 3e année de médecine, où maintenant, je reviens sur cette problématique et je les alerte sur cette problématique. Donc, ça passe par l'enseignement aussi, les patients, et puis après, ça passe par de la communication plus générale, soit via les réseaux sociaux, soit aussi lors de congrès, par exemple, médicaux, où on peut aussi... alors, ça passe par de la formation, mais en tout cas, délivrer ces informations auprès de nos collègues pour qu'ils soient plus sensibilisés à ça. Ouais, parce qu'en fait, c'est des symptômes, du coup, c'est en fait regarder les choses qu'on ne regardait pas forcément avant. C'est-à-dire que pourquoi il se passe ça? Parce qu'il y a aussi des symptômes qui sont méconnus, parce que c'est des comportements qu'on ne s'imaginait pas qui avaient un tel impact. Et qui du coup, a un impact sur la vie des gens, sur une société, quoi. Il y a vraiment un imaginaire, enfin, je le vois comme ça, parce qu'en tout cas, moi aussi, c'était un peu une de mes pensées, un imaginaire collectif qui faisait penser que les femmes étaient protégées des maladies cardiovasculaires par leur statut hormonal un peu protecteur. En tout cas, c'est même moi l'impression que j'ai fait. Et du coup, que les causes de mortalité étaient c'est à partir de la ménopause qu'on peut... Voilà, et du coup, ça se passe tardivement. Et c'est vrai que on a souvent, en fait, comme retour, la première cause de mortalité chez la femme, c'est le cancer du sein. C'est souvent ça qui revient quand on pose la question. Et alors, bien sûr que le cancer du sein est malheureusement grave et qu'il faut communiquer dessus et s'en occuper. Mais il faut dire aussi aux femmes, vous allez faire du cholestérol, vous allez faire de la tension. Attention au tabac parce que vous êtes aussi touché par le risque d'infarctus. Et donc, dire, mais il faut dépister autant que les hommes ces maladies. Ouais, d'accord. Et quasi jeune, quoi. Oui, par exemple, lors de la prescription de contraception. C'est pas quelque chose qui est fait systématiquement. Ça devrait l'être. Hein. Les prescripteurs devraient systématiquement prendre l'attention avant, après, regarder le bilan biologique. Normalement, c'est obligatoire, voir comment le taux de gras et de sucre évolue après la prescription de pilules. C'est pas fait automatiquement. Parce qu'à côté de ça, il y a la nécessité aussi d'avoir une contraception et c'est parfois difficile d'évaluer le risque cardiovasculaire face à une femme jeune en fait qui veut maîtriser sa fertilité et qui est en difficulté. Mais du coup, ça se passe chez le gynéco. Chez le gynéco, après, il n'y a pas que le gynécologue. Hein. La pilule, elle peut être prescrite aussi dans des PMI. Enfin, voilà, donc c'est vrai que parfois, c'est pas toujours très bien encadré. Oui, en fait, c'est que c'est encore du parcours de soins. C'est que tout le monde soit au courant de mêmes infos qui les concernent. Quoi. C'est ça. Et ok. Donc, d'où les messages de santé publique. Il y a une action aussi avec le bus du cœur des femmes. Je sais pas comment ça s'appelle. Cœur des femmes, C'est ça, le bus du cœur des femmes. Le bus du cœur des femmes. qui cherche en fait à faire ça. Je pense c'est ça l'objectif. C'est né en fait aussi suite à ces constats. Complètement. Donc c'est 2020, naissance donc, de la fondation Agir pour le cœur des femmes avec 2 cofondateurs. Donc le professeur Claire Mounier-Veillé, qui est médecin vasculaire à Lille. Et Thierry Drion, qui est donc patron d'entreprise. Et donc, le duo s'est rencontré et au moment un peu où il y avait cette alerte, et Claire a toujours travaillé sur la santé cardio-gynéco des femmes, toujours s'est intéressée à ça. Et donc, ils ont eu l'idée de créer la fondation et par l'intermédiaire après de cette fondation, d'équiper un bus rose qui allait cheminer quelques villes en France. Donc la première saison, on va dire, c'était 2021, après le Covid. Et pour tester, voir si c'était faisable, si on allait arriver à faire venir des femmes. Et donc, on a eu la chance à Marseille d'être sollicité par ce duo et de pouvoir, du coup, participer à la première saison. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a un bus qui se déplace dans différentes villes en France avec un parcours
de dépistage, à la fois donc cardiovasculaire, c'est-à-dire prise de tension et recherche de signes d'alerte. Cardiovasculaire, c'est-à-dire est-ce que vous êtes essoufflé, est-ce que vous avez le cœur qui s'accélère. Après, il y a un parcours métabolique, c'est-à-dire on dose le taux de sucre dans le sang, le taux de gras, de lipides, on pèse les patientes, enfin les femmes, pardon, qui viennent se faire dépister. Ensuite, il y a la partie gynécologique, donc il y a un entretien gynécologique pour voir si les femmes sont à jour, voir si la pilule est bien prescrite. Et après, il y a une partie addiction. Voilà. Et donc, sur un tel parcours, l'idée, c'était de voir des femmes plutôt en situation de précarité, de difficulté, et de voir si on dépistait des pathologies et voir après comment les réintégrer dans le système de soins. Donc en fait, c'est une opération qui est quand même assez médiatique. Oui. Donc du coup, j'imagine que ça fonctionne. Qu'est-ce que, enfin, je sais pas, je peux avoir, par curiosité, un peu un feedback sur. Bien sûr. Alors, donc ils ont, je vais dire parce que je vais m'intégrer aussi dans l'histoire et l'aventure. On a créé un observatoire national de la santé des femmes grâce à toutes ces femmes dépistées. Parce que l'idée, c'était de faire du dépistage, mais aussi de faire de l'épidémiologie, déjà, dans un premier temps, pour faire un constat, comme une photographie de la santé des Françaises des années 2020. Voilà. Et donc, il y a eu plus de 8000 femmes incluses, c'est sur les 3 premières années, et où donc on constate qu'il y a clairement des facteurs de risque cardiovasculaire, des facteurs de risque gynécologiques qui sont présents dans plus de 70% des cas et qu'il faut après arriver à prendre en charge. Donc ça, c'est une première étape qui est la photographie. Et puis après, la difficulté, c'est au sein de chaque ville d'arriver à créer un écosystème local qui peut arriver à faire le suivi. Ouais. Et donc là, nous à Marseille, j'ai encadré une interne de médecine vasculaire qui travaille sur cette thématique depuis 3 ans et dont l'idée en fait c'était de reprendre toutes les données marseillaises et de le comparer à la population française de cet observatoire, de voir s'il y avait des différences qui sortaient pour arriver à mieux apprécier peut-être la population des Marseillaises dépistées et voir si on pouvait après agir sur certains éléments. Ouais. Et donc, on a analysé tous ces résultats qui ont été présentés sur un congrès hier. Oula. C'est tout frais. Et donc, ce qu'on montre, c'est que les Marseillaises dépistées sont plus jeunes par rapport à la population françaises dépistées par le bus dans les autres villes. Et par contre, que ces femmes jeunes, malgré leur jeunesse, sont plus diabétiques, plus obèses, plus en surpoids. Elles font du diabète pendant la grossesse, ça va un peu avec ça. Et surtout, elles sont plus précaires. Ouais. Donc, ça nous donne des pistes pour peut-être aller après agir. Ouais. Alors, sur la précarité, c'est difficile, hein, mais peut-être, voilà, sur la nutrition, sur la sédentarité, on en revient toujours là, mais ça nous donne peut-être des clés pour après, localement, en fonction des populations dépistées, essayer de trouver des solutions. Ouais. Et comment les gens ils viennent, comment ils se présentent? C'est quoi le... Donc, il y a une préinscription. Voilà. Il y a eu D'abord, il y a je te parle de ce qui s'est passé à Marseille parce que je pense que c'est à peu près pareil dans les autres villes, mais du coup, voilà, Marseille, je l'ai beaucoup plus vécu. On a d'abord formé des médiateurs en santé de la mairie au risque cardiovasculaire. Et c'était eux qui recrutaient. C'est ça. Et du coup, on a donc expliqué ce que c'était les maladies cardiovasculaires, ce que je viens de faire. Et après, on a expliqué ce qu'était le bus du cœur, pour pas que les femmes craignent de venir. Et après, ces médiateurs en santé sont allés dans les différents quartiers un peu plus en difficulté de Marseille pour leur expliquer. Et il y a eu du coup une préinscription, parce qu'on pouvait... Le risque de faire de l'accueil au jour le jour, voilà, c'était de faire une grosse action et qu'il n'y ait pas de monde, ou peut-être même trop de monde, parce que ça nécessite quand même de prendre du temps. On peut pas faire ça avec trop de femmes qui viennent. Donc il y a eu ce préenregistrement.
Et on est parti après sur à peu près 100 femmes dépistées par jour, quand même, sur 3 jours. Donc, voilà, nous, on a dépisté plus de 800 femmes à Marseille. Et donc, voilà, en 3 ans, donc on a quand même réussi à avoir beaucoup de femmes grâce à ce travail entre nous, professionnels de santé, où on a essayé, du coup, d'expliquer à ceux qui, par contre, sont plus sur le terrain et qui ont pu... À la ville, voilà. Ok. C'est hyper intéressant, mais du coup, ça me fait poser des questions sur ces changements. Toi, tu les as vus, du coup, arriver en cours de carrière. T'étais déjà assez engagée, prête à faire un peu évoluer. Comment t'as vu ça? T'as été surprise? Qu'est-ce que tu t'es dit? Oui, en toute honnêteté, c'était plutôt ça. Ouais. Après, ce qui est difficile en tant que médecin et professeur, moi, ma difficulté, c'est que je n'ai pas eu de... comment on pourrait dire ça? De mentor ou de patron à Marseille. La médecine vasculaire, qui est la spécialité donc, que je représente, n'existait pas. C'est une jeune spécialité médicale qui existe vraiment officiellement depuis 2017 et qui était exercée avant par des cardiologues, des chirurgiens vasculaires, des angiologues. Et du coup, à Marseille, alors dans d'autres villes, c'était différent. Par exemple, à Toulouse ou à Montpellier, il y a des écoles très anciennes de médecine vasculaire. À Marseille, c'était très cardiologique, très chirurgien vasculaire, très masculin. Et c'est vrai que du coup, moi, je me suis formée un peu avec ces personnes. Et le risque féminin était pas... Non, mais c'est pas forcément... Mais c'est vrai que c'était pas trop... Voilà, c'est pas l'école. Au début, voilà, moi, honnêtement, j'ai opéré des souris pour faire de la recherche, pour travailler sur les artériopathies, donc les amputations, pour essayer de trouver des solutions médicales. Et ensuite, je suis partie sur... des risques d'AVC. Enfin, voilà, initialement, j'ai fait ma recherche sur plutôt... l'athérome et des solutions pour essayer de traiter par des médicaments les patients, mais pas trop sur les femmes. Et puis j'ai commencé, alors ça a été un conseil par un ami hématologue marseillais qui m'a conseillé après de travailler sur le retentissement de fluidifiant le sang, donc d'anticoagulants sur les règles de femmes qui avaient ces traitements. D'accord. Et l'histoire, pour moi, personnellement, est partie comme ça, 2017. Et je suis partie, donc, sur les conseils de ce médecin, tiens, c'est vrai que la femme, elle a en fait des particularités. Donc, je suis partie comme ça. C'était quand ? 2017. 2016-2017. Ouais, t'as commencé vraiment là-dedans à regarder. Tiens, ça m'intéresse. Juste avant qu'il y ait des études qui sortent. Voilà. Et donc, et là où je me suis dit, tiens, ma place, peut-être, en effet, elle est là. Puis, 2018, ma vie personnelle a fait que j'ai dû me reposer pour avoir une jolie petite fille. Et puis... après 2018, l'alerte OMS, mais moi, j'en avais pas trop eu conscience. Et 2020, Claire, qui vient me toucher en plein Covid, en plus, c'était un moment particulier, qui me dit, tu sais, il y a ça, il faudrait ça te plairait. Et donc, les choses sont parties comme ça, mais c'est vrai qu'au quotidien, peut-être que je faisais pas assez attention. Alors que le quotidien de nos consultations, c'est monsieur vient avec sa femme qui l'accompagne en consultation pour se faire traiter la tension, tout ça. Et donc, c'était ma réalité. Et maintenant, à chaque consultation, je dis, mais madame, est-ce que vous m'aidez ? Alors, la réponse souvent, c'est, j'ai pas le temps. Ah oui. Mais oui. Donc, il y a des observatoires français. Il y a des observatoires français. Bon, c'est pas des grandes études, mais c'est des études d'enquête d'opinion, Opinionway, des choses comme ça, qui rapportent que entre 60 et 80%, on va dire 70% des femmes s'occupent de la santé des autres avant de s'occuper d'elles. C'est la réalité. Oui, c'est même pas que des enfants, ça peut être jusque le mari. Ah oui. Jusqu'à ce qu'il soit même en âge de s'occuper de lui. Ah oui, mais pourtant, il est en âge. Mais c'est la réalité. Et c'est vrai que
que j'étais exposée à ça mais comme c'est normal, et ben en fait on se Cette rend pas compte. discussion On un se peu rend pas lunaire, compte. mais ouais. Oui, on se rend pas compte et en fait et donc après d'être alerté, tu te dis mais si en fait. Et donc lors des consultations, Ok. et vous madame, J'avais pas notion que c'est quelque chose d'aussi récent, en fait, de lever la feuille et de se dire, ah, en fait, mais alors peut-être c'est générationnel oui, oui, aussi, bien et sûr, mais peut-être du que coup, grâce à l'évolution de la communication et puis de la perception des femmes sur leur capacité à être, à être elles-mêmes, peut-être que les choses vont changer, c'est Ouais, sûr. ouais. Mais On a la capacité de changer vite, en plus. oui, oui, la preuve. En quelques années, Ouais, ouais. là, C'est pour ça que ça me paraît fou. ouais, oui, peut-être. Tu De... parles de Mm, consultation en 2017 où tu mm, faisais même pas attention à ça et on est même pas 10 ans après. Et c'est ça. ça Et devient ton cœur de métier, quoi. c'est vrai. Enfin, je sais pas si C'est c'est ton vrai. cœur de métier ou Ben, en tout cas, tu as un œil en tout cas, aiguisé là-dessus. oui, et puis c'est vraiment un message, ou c'est un message que j'ai vraiment envie de diffuser. En tout cas, je me sens à ma place et je me sens à l'aise euh, de communiquer sur cette problématique et de pouvoir essayer de la modifier et de voir de proposer des traitements particuliers spécifiques aux femmes. Mhm, C'est ça qui est beau avec du coup le métier que j'ai mhm. et les responsabilités que j'ai. C'est-à-dire que maintenant que j'en ai pris conscience, Ok. je peux le dire, comme on disait, en fait, je peux le diffuser, l'enseigner et après au quotidien D'accord. le faire passer le message et avec le statut que j'ai, bah, les gens m'écoutent Ouais. et ça c'est chouette. Et tu parlais de mentor, donc parce que en gros tu cherchais un mentor à Marseille où t'étais et qui avait pas de modèle ou tu as eu un peu d'écho sur en gros la cause des femmes en santé. Et tu parlais du professeur Claire Monnier aussi qui faisait déjà ce métier. Tu étais déjà en contact avec elle. Est-ce que c'était aussi quelque part quelqu'un qui t'inspirait, qui te faisait, enfin je sais pas, un modèle ou Complètement. je sais pas à quel Complètement. moment, enfin comment c'est venu en fait, comment. Très vite parce que justement, alors pourquoi aussi j'ai été aiguillée vers la médecine vasculaire, hein, parce que ça c'est une question qu'on peut se poser, c'est Ouais. pour se dire, mais donc elle nous Si dit ça qu'il n'y avait pas de n'existait pas et tout, ouais. spécialité, Ouais, pourquoi elle est allée là-dedans? Mais l'histoire est que à la fin de mon internat, quand j'ai passé l'internat de médecine, euh, suite à de très bons résultats, on va dire les choses comme ça, j'ai été abordée par un chirurgien vasculaire pour le coup, patron, chef de service, enfin voilà, un grand monsieur marseillais, qui m'a dit vous avez des capacités, il y a cette spécialité qui est en train de se créer. Vous pourriez peut-être arriver à développer ça à Marseille. Mais par contre, si ça vous intéresse, il faut me répondre dans une semaine et je pourrais. Voilà, vous avez une semaine ou 2 jours ou 3 jours, je sais pas. Mais bon, voilà, hein, il faut me donner une réponse. Et donc moi, j'étais encore étudiante en médecine, hein, j'étais même pas encore donc interne. Je me suis dit ça alors, c'est quand même un sacré challenge. Et du coup, je me suis documentée et donc j'ai vu, voilà, parce que Claire en était au milieu de, enfin, Ok. à la carrière à laquelle Mm. je suis actuellement. Ouais. Donc voilà, elle avait 40 ans. Euh, et, et du coup, ce patron, ce chirurgien, me l'a donné en exemple. Il Ok. m'a dit, mais regarde, voilà. Et d'autres aussi. Et donc, je me suis documentée très vite. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, quel challenge. Et, euh, et voilà comment les choses sont Ok. parties. Et voilà, en effet, comment elle, en tant que femme, parce qu'il y avait la dimension de la spécialité, et puis il y avait aussi le fait bah, de se dire, bah, c'est accessible aussi aux D'incarner ça, femmes. ouais. Voilà, des femmes peuvent arriver à faire ce métier, donc pas que médecin, c'est d'être finalement responsable de toute une école d'enseignement et aussi responsable d'un service où on s'occupe des gens
Et voilà. Et donc, c'était possible et c'est devenu possible à Marseille puisque on a réussi à créer l'école. Ok. Et c'est quoi en fait, comment tu t'identifiais plus à elle plutôt qu'à un patron homme? C'était quoi qui te... T'as besoin de voir quoi? Moi, je pense que c'est le fait de se dire qu'une femme, mère, médecin, est arrivée à être tout cela et en plus travailler pour avoir ses responsabilités. C'est le fait que ça peut exister. Un homme, bon, voilà, les hommes ont très bien, la plupart des patrons en médecine à Marseille ou même dans d'autres villes, hein, étaient, on se les représente, hein, d'un certain âge, des hommes qui consacraient toute leur vie, toute leur carrière à ça. Et le fait de se dire, Claire a 3 enfants, 3 filles, de se dire, bah, tiens, regarde, elle a réussi, parce que c'est la maternité qui est quand même difficile à intégrer dans ses carrières. Et de se dire, bah, regarde, elle a réussi, pourquoi tu... Ouais, tu c'était pourrais pas. ouais, c'était les week-ends, c'est ça, c'était le soir, c'était tout le temps. C'est qu'il y a des... Voilà, il y a, pour après devenir professeur en médecine, il y a, à côté de toute la charge clinique qui est très importante et qui nous prend beaucoup de temps psychologique parce que... c'est des gens dont on s'occupe. On a besoin... Enfin, moi, quand il y a une histoire, un patient qui est pas bien, Ouais. ça m'occupe beaucoup l'esprit. À côté de ça, il y a de la recherche à faire et il y a de l'enseignement à haut niveau. C'est-à-dire qu'il faut enseigner beaucoup d'heures à des étudiants de niveau de plus en plus avancé. Et il y a de la recherche scientifique, que ça soit fondamentale, je t'ai dit que j'avais quand même opéré de souris, et de la recherche clinique, mais à très haut niveau. Donc il faut faire des publications dans des journaux médicaux en nombre conséquent, de qualité. Et donc en fait, quand tu soignes les gens, quand est-ce que tu as le temps de faire de la recherche? Eh ben, c'est comme tu l'as dit, hein, la nuit et le week-end. Ouais. Et la difficulté, c'est que c'est vrai que j'avais pas une école, enfin, je n'ai pas pu en fait me reposer sur quelqu'un qui faisait déjà ça, et je prenais le train en marche. Je suis allée voir un peu ce que faisaient les cardiologues et les chirurgiens pour essayer de trouver quelque chose Qu'est-ce qui que tu vas mettre m'intéressait. dedans, ouais. Ouais. Voilà. Et donc, c'est vrai que le début de ce qu'on appelle l'épreuve de TIS, c'est-à-dire le début des éléments nécessaires à devenir professeur, je les ai faits en cherchant un peu ce qu'il y avait, ce qui me plaisait autour de moi. Et maintenant, je me sens plus mature sur vraiment ce qui m'intéresse. Je l'ai trouvé finalement en évoluant. Ouais. Et ce qui est, je trouve beau, c'est que maintenant, cette thématique que je représente, elle est aussi... je la transmets à mes élèves qui se l'approprient et donc qui vont aussi travailler sur cette thématique. Ouais, Donc l'école, du coup, elle est... En fonction de eux, quoi. Voilà. Ouais, parce qu'il y a 2 choses. Il y a le côté juste très pragmatique d'organisation, en fait. De se dire, OK, tu as un modèle femme qui est capable d'avoir fait ça chez elle, d'avoir, en gros, organisé son temps. Et du coup, tu peux, je sais pas, ou t'en inspirer, ou te dire que c'est possible. C'est très naïf, hein. Oui, c'est pour ça que c'est très naïf. A posteriori, c'est très naïf. Ouais. Parce que c'est quelqu'un que tu peux appeler si si t'as un problème. Mais en fait, après, c'est chacun qui se débrouille aussi. C'est ça, parce que tu te dis, ah ben tiens, c'est possible, sauf que personne n'a la même vie. Oui. Et donc... Et puis, c'est une histoire aussi de comment ça se passe à la maison. Est-ce qu'il y a un conjoint qui prend 80% du reste? Exactement. C'est une histoire de couple, c'est une histoire de famille, c'est une histoire aussi financière. Il y a plein de choses qui... Voilà. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était pas facile. Ouais. Même avec un modèle. C'est ça. Ça fait pas tout. Au contraire. Voilà, au contraire. Parce que tu te dis, dans les moments de doute et de difficulté, tu te dis... mais l'autre, elle y arrive et pas moi. C'est ça. Regarde. Donc, tu vas te dire, en effet, ah oui, mais c'est parce que tu vas te trouver des explications. Parce que peut-être qu'elle avait ci, elle avait ça. Voilà. Ouais. Mais, et donc, et du coup, je trouve que ce qui est important, et merci de me permettre de faire ça, c'est aussi de témoigner sur
On peut arriver, nous les femmes, on peut arriver quand on a du dynamisme, de la volonté, de la persévérance, à accéder à un challenge, une ambition, on peut y arriver. Mais il faut se faire aider, où il faut partager les difficultés, mais c'est faisable. Et donc il faut croire en soi. C'est vraiment important. Et c'est quoi qui est faisable? Du coup, qu'est-ce que tu as réussi à faire Alors, donc... je sais pas si tu as envie de raconter ta vie. Parce que c'est un peu la question. Du coup, voilà, mais c'est très bien parce que du coup, en pratique. Ouais. Mon mari, je sais pas, mon mari est chirurgien vasculaire. Pour simplifier. Donc, en pratique... c'est pas facile. À fond dans son travail, mais passionné, mais voilà. Mais je l'ai choisi comme ça. Mais j'avais pas réfléchi à ça, moi. Voilà. Je suis tombée amoureuse, on est parti, voilà. Et donc, en pratique, un mari, un conjoint pas disponible. Ouais. Qui ne fera pas les matins quand il y a un bébé, en fait. C'est ça. Et puis, voilà, après, une vie professionnelle tellement dense et stressante comme on en parlait au début, qui a fait que, est-ce que c'est ça ou pas ça, mais j'ai été confrontée à des difficultés pour devenir maman. Et du coup, quand le personnel touche comme ça aussi de façon intense le professionnel, parce que être épanouie au niveau du travail, c'est une chose, mais je ne me voyais pas être épanouie sans faire des enfants. Et il y a eu un moment où la difficulté, c'est que j'ai dû tout faire en même temps, parce qu'on arrive, en fait, c'est à 30 ans où on doit tout faire. Et ben là, mon corps a dit, ben c'est pas possible. Et donc, j'ai continué. Moi, je me suis dit, si je veux, pourquoi c'est pas possible? Mais si tu vas y arriver, tu vas y arriver. Puis il y a un moment donné où, pour avoir des enfants, j'ai dû m'arrêter. Enfin, j'ai dû me reposer, en fait, pour pouvoir mettre mon corps, pour éloigner mon corps de ce stress professionnel et avoir 2 magnifiques enfants. Mais ça n'a pas été facile. J'imagine, parce que c'est... Enfin, on parle souvent de prendre des décisions quand tout va bien. Voilà, casser quelque chose quand tout va bien, s'arrêter quand tout va bien, ou se forcer à s'arrêter, ou à lever le pied, c'est hyper difficile. Donc j'imagine qu'il faut arriver à des confrontations qui sont très fortes pour se dire, en fait, c'est la seule solution. Et être capable de croire à l'avenir pour se dire, en fait, c'est pas fini. Donc, je pense que c'est des... Et sans forcément toujours de bienveillance. C'est ça aussi qui est pas facile. Parce que quand on vise un tel niveau professionnel, on est parfois confronté à des personnes pas toujours bienveillantes et qui le sont, qui restent malveillantes malgré les difficultés personnelles dont ils sont au courant et que l'on peut rencontrer. Et ça, c'est vrai que ça a été une grosse leçon de vie pour moi. De me dire que... il y a eu certaines personnes qui ont essayé de me décourager de faire d'aller dans cette voie et d'accéder à ces responsabilités parce que ça les dérangeait. Et le fait que du coup, je sois en difficulté personnelle, ils l'ont utilisé pour essayer de me faire craquer. C'est juste comment tu fais pour faire la part des choses et te dire, ok, est-ce qu'il faut être soutenu aussi par quelqu'un quelque part ou dans sa vie personnelle pour te dire, en fait, ça va réussir à passer et tu vas être suffisamment obstiné pour arriver à tes fins à un moment donné. C'est vrai, c'est ça. Mais tu as bien cerné. Enfin, c'est ça, c'est-à-dire que il y a eu bien sûr, évidemment, la présence de mon mari qui a toujours cru en fait à notre pas capacité d'être parent, mais en tout cas au fait qu'on allait devenir parent et puis aussi d'être encadré par un bon professionnel, c'est-à-dire une gynécologue fabuleuse qui m'a toujours encouragée. Et puis après, il y a eu la vie qui a fait que quand on perd un enfant, quand on perd un deuxième enfant, quand on perd un troisième enfant, en fait, la première fois qu'on le perd,
On se dit, bon, allez, c'est comme toutes les femmes, on fait une fausse couche, ça va, voilà. Et puis quand la deuxième fois on perd un enfant, mais à 5 mois de grossesse, on se dit là, ça c'est pas possible. Donc là, j'avais arrêté les consultations, par Ok. exemple. Ok. Voilà. Ouais. Et donc la troisième fois, quand ça s'est repassé, et ben là j'ai dit non, mais je vais arrêter les consultations, je vais arrêter aussi les cours à la faculté. Et en fait, Gabriel, il faut que tu prennes une décision. C'est soit tu t'arrêtes de travailler parce que c'est trop difficile. Et il y avait probablement pas que ça, mais ça participait. Tu mets toutes les chances de ton côté et tu éteins ton D'accord. téléphone et ça a marché. Il est arrivé un peu prématuré, mais il est en forme et ça a réussi. Et Ouais. vu mon état d'épuisement à l'époque et de stress, je peux comprendre que ça participait à la difficulté de mener à terme une grossesse. Ouais, ouais. C'est des choses qui sont peut-être assez méconnues aussi. Enfin, ou sous-estimées peut-être aussi. On n'en dans parle les, pas beaucoup, Ouais, c'est ça. un peu... C'est que c'est pas franchement, tabou, même... mais... Enfin, Enfin, j'ai peu entendu de discussions comme ça, et pourtant on entend beaucoup de choses et en c'est souvent des surface. problèmes de fertilité, Ouais, ce qu'on aussi, ouais. entend, voilà, des problèmes voilà, de fertilité, ou du coup c'est une réalité, hein, et c'est souvent le stress aussi qui rend la fécondité difficile chez des femmes. Puis après, moi, c'est une histoire plus rare, mais voilà, qui s'est passée et finalement, on a réussi à dépasser ça. C'est ça, c'est que être capable de réussir à faire la part des choses, s'arrêter, stopper pendant un moment, et du coup, après, revenir, c'est... C'était comment? Ce qui a été très difficile, c'est de revenir après les grossesses qui se sont arrêtées. Puisque pour ma deuxième grossesse, j'avais arrêté mes consultations et je continuais les cours à la faculté. Donc, je n'allais plus trop à l'hôpital. Et c'est vrai que ce qui a beaucoup changé les choses, c'est d'avoir voilà, le statut de professeur reconnu, national, le doyen, la faculté, le directeur de l'hôpital. Ça, déjà, c'était... Voilà, plus personne ne pouvait rien Ouais. faire. Voilà, j'avais les compétences. Et puis finalement, des bonnes personnes ont été là pour m'aider. Et le service a été créé en 2022. Et on s'éclate. Et ça marche. On est une équipe soudée. J'ai beaucoup de jeunes, du coup, avec moi, puisque Ouais, le service c'est est moi la jeune. vieille. Ouais. Et Ça vient de naître. il y a beaucoup de jeunes et ils sont tous hyper motivés. Et on a pu, en fait, être soutenus par une direction qui est arrivée il y a peu de temps, enfin, voilà, 2021, et qui a été là, en fait, pour soutenir le projet. Et ça a été, et ça a tout changé. Voilà. Bon. Alors, je retiens que c'est une histoire de personne. Hein. Il faut tomber sur ses alliés. Oui, c'est ce que tu as dit. Tant pour la grossesse, où, voilà, Ouais. là, c'était mon mari et le corps médical. Et en effet, sur des projets peut-être plus professionnels, c'est d'arriver à trouver les bons repères qui vont écouter, qui vont quand même encourager et qui vont aider. Ouais. Et pas de s'arrêter aux signaux qui sont parfois forts, mais qu'il ne faut pas écouter. Et qui sont très présents. Ouais, Oui, qui sont, forcément. qui sont dominants quand même. Ok, écoute, c'est intéressant. Je voudrais juste reboucler sur l'histoire du stress parce que du coup, on est parlé. Il y a eu vraiment deux opposés, hein, quelque chose de très médical et puis rentrer dans une histoire de vie qui est très personnelle, qui est ce qu'elle est, mais qui montre toute la combativité, souffrance auquel il faut faire face. Et du coup, quand tu regardes ton histoire, je sais pas, là, après coup, et que tu te dis, tu essaies de la regarder avec un œil un peu, je sais pas, médical, de médecine vasculaire, tu te dis quoi? Parce qu'il y a le moment où tu le vis à chaud, quoi, et après, quand tu regardes... Alors, je suis dans un moment de ma vie où je viens de faire 45 ans, pour être honnête. Voilà, c'est comme ça. Et je trouve en fait que c'est l'âge où tu vas faire un bilan, un premier bilan de ta vie. Et ce bilan, il est difficile. C'est-à-dire que ce que j'ai traversé a été difficile, mais à côté de ça aussi, il y a eu des joies
immense. Et surtout maintenant, le pic ou le sommet, qui j'espère va rester en vallée pendant un bon moment, est fantastique. Je suis épanouie sur tous les plans, professionnel, personnel. Le fait d'être mère me permet de travailler de façon épanouie et ma motivation aussi professionnelle est présente parce que je suis une maman heureuse et entière. Et du coup, je suis fière quelque part de ce que j'ai accompli. Après, tu as eu de la chance que ça... Enfin, voilà, l'histoire s'est bien passée, tu as eu de la chance. Je pense que... C'est vrai, c'est une histoire de vie. C'est une histoire de vie de dire qu'après, il y a voilà, c'est la force du mental aussi. Un peu. Complètement. Peut-être c'est la persévérance, etc. Mais qu'il faut être peut-être, tu as raison, peut-être simplement en adéquation avec ses envies. Et c'est vrai que je crois que a posteriori, j'avais vraiment envie de me prouver que j'étais capable de faire un métier avec responsabilité. Je ne vais pas dire un métier d'homme, mais c'est ce que je pense dans ma tête. D'accord. Voilà, je pense que j'avais, de par aussi probablement mon éducation, envie de prouver que j'étais capable de faire comme un homme, mais que j'étais aussi capable d'avoir d'être maman. Et donc, c'était ça, moi, mes envies, qui n'étaient pas très claires quand j'avais 20 ans. Et là, je suis soulagée et heureuse parce que je crois que j'ai réussi, en fait, à aller vers mes deux... d'allier les deux, quoi. Oui. Mais c'est marrant de dire que un métier d'homme, parce que c'est écrit nulle part que c'est un métier d'homme. Il y a des femmes, il y a aussi quand même beaucoup de femmes professeurs. Mais ça veut dire qu'elles se battent 2 fois plus, en fait, le fait de devoir être... Il y en a de plus en plus, mais il y en avait peu, il y en avait très peu. Je ne connais plus les statistiques de la faculté de Marseille, mais je crois que c'était 10% ou 20% d'universitaires femmes. Et ça doit être peut-être 30%, voilà, actuellement. Mais c'était une réalité. Du coup, tu penses qu'il y a une histoire de génération aussi, des choses qui sont plus acceptées, plus... Je pense que... respectées, je sais pas. Oui, puis je pense que aussi, il faut leur reconnaître ça quand même, que certains hommes, et je le vois plutôt dans les générations en dessous de moi, ont envie de participer à la vie quotidienne, à la vie de la famille, au quotidien, voilà. Et je crois que ça permet aussi aux femmes d'avoir un couple peut-être plus équilibré et de pouvoir se lancer dans des carrières. Ouais, c'est ça. C'est qu'on peut prendre plus de place ailleurs et quelqu'un prendra le relais. On n'est pas seul à devoir... Et la façon, c'est vrai que donc j'analyse, j'essaye de transmettre ça aussi, du coup, aux étudiants, parce que de toute façon, c'est eux qui m'écoutent. C'est de dire aux étudiants hommes, il faut partir. Enfin, l'égalité des femmes, ça passera par le fait que vous, hommes aussi, vous allez partager les tâches du quotidien autant que nous, on partage la charge financière et les responsabilités professionnelles. Il faut vraiment... Je crois qu'il y a eu vraiment toute une phase où les femmes se sont... emparées de la volonté d'être comme les hommes au niveau du travail et tout en assumant la charge de la famille, et qu'on est vraiment dans une génération, la génération, je ne sais pas comment on l'appelle, mais en tout cas des trentenaires, où il est important que les hommes s'occupent aussi du quotidien pour que le couple soit équilibré. Ouais, sinon c'est... Je t'imagine sans avoir eu ça, tu n'aurais pas pu faire cette carrière, Alors moi, moi, mon mari m'a pas beaucoup aidée. C'est surtout en fait ma famille. Enfin, ce sont les grands-mères en fait qui m'ont beaucoup aidée et qui m'ont aidée en fait à. Donc c'est les générations après, tu te penses que je pense davantage. Ouais. Okay. En tout cas, il faut le dire. Enfin, il faut le. Moi, je le dis aussi aux plus jeunes.
aux cousines, enfin aux enfants qui sont en train de, voilà, aux femmes, aux garçons. On a l'impression que c'est des détails, que c'est futile, mais en fait, c'est là-dedans que se joue tout, quoi. Et j'éduque mon fils aussi en le faisant participer au quotidien, même si on voit que les réflexes des garçons sont différents de ceux des filles. Dans l'ADN. Et c'est rigolo parce que j'ai un garçon et une fille, j'ai la chance, voilà, d'avoir les deux, et je vois que c'est différent. Mais ça passe par une éducation et par une volonté aussi de l'homme de... Alors, aider, je n'aime pas ce terme parce que c'est pas de lèche, c'est vraiment du partage. C'est du partage. Tous les mots sont réfléchis, mais c'est parce que c'est de la réflexion personnelle. Hein. Ouais. C'est vraiment de la réflexion personnelle. C'est pas de l'aide, c'est vraiment du partage. Mais c'est vrai. C'est vrai, mais c'est curieux que les mots rendent comme ça, quoi. Qu'on se dise, OK, on va aider, alors qu'en fait, on est autant contributaire de l'histoire. L'un en fait. de Donc, l'autre. Oui, enfin voilà. Ouais. Mais c'est peut-être générationnel. Peut-être que toi, tu vois pas les choses comme ça. On part de très, très loin. Ah. Non, je vois pas les choses comme ça, en effet. Et voilà. Moi, mais je pense que beaucoup de chance. Voilà. Et parce que je pense aussi qu'on a quelques années d'écart, et je pense que du coup, les mentalités évoluent, et tant mieux. C'est important, et c'est ce que je trouve quasi amusant ou drôle, c'est d'avoir justement à dire ça et revenir à une base qui peut être un peu hyper intime, hyper peut-être gênant de parler de son quotidien comme ça, mais que non, mais c'est le fondement en fait de l'égalité. C'est ça. Ouais. Écoute, c'est un épisode qui est tout à fait original, mais je suis très heureuse de le porter. Et du coup, qu'est-ce que... je sais pas, est-ce que tu as un message... du coup, tu as expliqué le message que tu donnais en fait à tes étudiants. Je pense qu'il y a aussi peut-être des étudiants, des étudiantes qui vont écouter ça. Du coup, qu'est-ce que tu as envie de dire, résumer? C'est assez bateau ce que je vais dire, hein, mais je crois qu'il faut arriver à sentir ce que l'on a envie de faire dans sa vie. La vie, elle est très courte, ça va très vite, et du coup, il faut après persévérer si on arrive à savoir ce qu'on a envie de faire. Il faut persévérer, et il faut s'accrocher et s'entourer des bonnes personnes pour arriver à aller vers cette envie. C'est voilà, donner de l'espoir, témoigner sur un parcours de vie quand même d'excellence professionnelle quand même, mais de grosses difficultés aussi, et de dire que voilà, on peut y arriver, et que ça permet après de voir la vie, de comprendre aussi les difficultés des autres, puisque quand soi-même on a été confronté à des difficultés, on va avoir aussi c'est vrai aussi. C'est pas une humanité, c'est pas le terme, mais une empathie peut-être. Une empathie, c'est exactement ça. Voilà, une empathie, et ça m'a beaucoup servi du coup dans mon évolution médicale. Le fait d'avoir connu la souffrance médicale. Et donc... Ce que tu souhaites à personne, bien sûr, mais... Non, complètement. mais chaque parcours de vie permet d'apprendre des choses. Ça permet du coup d'apprendre des choses et de mieux comprendre après les autres, et voilà. Et du coup, c'est le message quand même de dire, c'est que c'est important aussi qu'il y ait des femmes qui fassent ça, en fait. C'est que c'est aussi un combat de se dire, on peut dire, OK, en fait, peut-être que la société, où les deux parents ne peuvent pas travailler intensément l'un et l'autre, ou qu'est-ce que tu observes aussi, le fait de te dire, en fait, j'ai voulu avoir un métier d'homme, et en fait, j'ai bien fait de le faire parce que je le fais comme une femme. Alors, j'ai essayé de pas délivrer un message trop féministe, mais pour ne pas avoir cette étiquette, même si je le suis profondément. Mais en effet, si on veut aller plus loin, bien sûr que mon témoignage, c'est de dire aux femmes jeunes que c'est possible d'avoir une carrière professionnelle épanouie à un niveau élevé, et d'être aussi épanouie dans une carrière de maman, on va dire ça comme ça.
ma difficulté, entre autres, est d'avoir eu un conjoint qui était plus en difficulté pour m'aider. Et donc, le message que j'essaye de délivrer aux jeunes hommes autour de moi, c'est de prendre conscience que pour que son duo soit... permettre, en fait, à son duo d'être épanoui, il faut qu'il participe à la vie du quotidien. Donc, c'est un message de femmes, d'hommes, pour que l'égalité, comme tu l'as dit, puisse vraiment exister. On ne pourra pas arriver à une égalité homme-femme si la femme continue à tout gérer. Ce n'est pas possible. C'est épuisant. Ouais, et puis, comme tu dis, ça peut être une source d'épanouissement pour un homme aussi d'être complètement. Tu as raison de le présent voir dans la vie de et de leur famille, permettre, tu as raison, de leur permettre aussi d'avoir ce rôle. Parce que peut-être aussi que on a, dans ce système patriarcal, on a reproduit le fait que l'homme n'avait pas le droit de s'occuper des enfants. Moi, ce qui me touche, c'est que quand je vois les jeunes médecins qui vont chercher leurs enfants à la crèche, etc., c'est vrai que du coup, mon histoire personnelle me fait accepter cette situation que mes patrons n'ont jamais acceptée. Que moi, j'allais chercher mes enfants à la crèche à chaque fois, voilà, tu pars trop tôt, etc. Et bien là, voilà. Donc, non seulement je leur dis, mais oui, partez, et en plus, quand je vois un homme aller chercher son enfant à la crèche, et ben, je me dis que les mentalités sont en train d'évoluer, c'est très bien. Ok, écoute. Merci beaucoup, Gabrielle. Merci, Nathalie. Franchement, là, je parle avec le cœur. Je trouve que c'est pas facile de recueillir aussi une parole comme ça, aussi forte et aussi, je pense, juste et teintée de beaucoup de réalité, de réalisme. Et je pense qu'on en a besoin. Faut aussi accepter que si faire changer des choses, c'est aussi prendre le temps de passer par ces moments un peu de pause. On était au début, le temps, voilà, tout va très vite dans le monde d'aujourd'hui. Les gens sont stressés, on veut toujours plus de performance, mais c'est aussi se recentrer, de se dire, en fait, on n'est peut-être pas tout seul à devoir tout faire. Écoute, merci beaucoup. Merci. Je suis très touchée. À bientôt. Merci à toi. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode et merci d'être toujours plus nombreux à suivre Pharma Minds. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et pour ne pas louper la sortie des prochains épisodes, rendez-vous sur les réseaux sociaux. À très bientôt.